Le bureau de l'avocat, situé avenue Montaigne, sentait le cuir ancien et le papier de luxe. Dehors, le murmure incessant de Paris filtrait à peine à travers les lourdes fenêtres à double vitrage. À l'intérieur, le silence était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Les neveux et cousins d'Alain Dubois étaient assis sur des chaises rigides, leurs vêtements coûteux et leurs visages tendus, trahissant une impatience mal contenue. Julien, le neveu le plus en vue, ajustait nerveusement le col de sa chemise, son regard balayant la pièce comme s'il en prenait déjà possession. L'air était chargé d'une cupidité palpable, une attente avide qui semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. Chacun était là non pour pleurer un oncle, mais pour réclamer une part d'un empire, et cette vérité non dite pesait plus lourd que le chagrin. Maître Bernard, l'avocat de la famille depuis plus de 40 ans, ajusta ses lunettes et posa le testament sur le grand bureau en acajou. C était un homme à l'allure impeccable, dont le calme professionnel contrastait vivement avec l'agitation contenue de son auditoire. Il prit une profonde inspiration, le léger bruissement des pages tournées étant le seul son qui brisait le silence. Les regards de la famille étaient fixés sur le document, comme des prédateurs observant leur proie. Ils avaient enduré les visites sporadiques à l'hôtel particulier, les conversations forcées avec un vieil homme qu'ils ne comprenaient plus. Tout cela pour ce moment précis. La lecture commença par des legs mineurs, des biens sans grande valeur distribués à des parents éloignés, une formalité qui ne faisait qu'aiguiser leur appétit pour le plat principal. La fortune colossale d'Alain Dubois. Après avoir énuméré quelques antiquités et une petite somme d'argent, Maître Bernard marqua une pause. Il leva les yeux du document, regardant chaque membre de la famille un par un, comme pour mesurer l'impact de ce qui allait suivre. La tension dans la pièce atteignit son paroxysme. Puis, d'une voix claire et dénuée de toute émotion, il lut la clause principale. « Je lègue 50% de l'intégralité de ma fortune, incluant l'hôtel particulier du 16e arrondissement et toutes ses possessions, ainsi que mes parts dans l'entreprise Dubois Automobile, à Madame Marie Leclerc. » Le nom flotta dans l'air un instant, étranger et incongru au milieu de ces visages avides. Le choc fut total, une onde silencieuse qui parcourut l'assemblée. Les bouches s'entr'ouvrirent, les yeux s'écarquillèrent dans une incrédulité collective. Marie Leclerc, la gouvernante, était impossible. Le silence stupéfait fut brisé par la voix stridente de Julien. « C'est une plaisanterie !» lança-t-il, se levant d'un bond, son visage déformé par la colère. La pièce explosa alors en un tumulte de protestations indignées. Les accusations fusèrent de toutes parts, s'entrechoquant dans un chaos de voix paniquées et furieuses. Il était sénile, elle l'a manipulé, c'est du vol. Les mots « abus de faiblesse » et « profiteuse » étaient lancés comme des pierres. Maître Bernard resta impassible, attendant que la tempête se calme, son expression ne trahissant rien. Mais la phrase de Julien, prononcée avec une froide détermination, scella le début de la bataille à venir. Cette femme n'aura pas un centime. Nous allons contester ce testament et prouver qu'elle a profité d'un vieil homme vulnérable. C'est une question de justice. La guerre était déclarée, non pas au nom du deuil, mais de la pure avidité. La nouvelle de la contestation judiciaire parvint à Marie, non pas par un courrier formel, mais par le titre criard d'un journal à scandale qu'elle aperçut dans un kiosque. La gouvernante et le milliardaire, l'héritage de la honte, son monde, confiné depuis des décennies au mur discret de l'hôtel particulier, bascula violemment. Elle se réfugia dans son petit appartement de fonction, situé sous les toits, un espace modeste mais ordonné qui contrastait brutalement avec le luxe des étages inférieurs. Assise sur son lit étroit, elle sentit une vague de nausée la submerger. Ce haine n'était pas la perspective de perdre l'argent qui la terrifiait, car elle n'y avait jamais vraiment pensé. Était la souillure, la transformation de 35 ans de sa vie en une sordide histoire d'escroquerie. Son dévouement, sa discrétion, sa loyauté, tout était désormais présenté comme une manipulation calculée. Elle se souvint de son arrivée à Paris, 35 ans plus tôt. Une jeune femme de 27 ans,
venu de sa Bourgogne natale, avec une seule valise en carton et l'adresse de l'hôtel particulier griffonnée sur un bout de papier. La bâtisse lui avait semblé être un palais intimidant, et M. Dubois, alors au sommet de sa puissance, un homme de glace, distant et exigeant. Les premières années furent solitaires. Elle apprenait les recoins de cette immense demeure, les habitudes de ses occupants, le silence des longs couloirs où ses pas étaient les seuls à résonner. Elle était une présence invisible, efficace et silencieuse, dont le travail consistait à effacer toute trace de désordre, y compris sa propre existence. Elle vivait dans l'ombre d'une opulence qui ne serait jamais la sienne, se contentant de la fierté d'un travail bien fait. La femme d'Alain, une femme élégante mais mélancolique, fut la première à lui montrer une once de chaleur humaine. Mais elle était souvent en voyage, fuyant peut-être la froideur de son propre foyer. Marie devint la gardienne silencieuse de la maison, une confidente muette, des tensions et des non-dits qui flottaient dans l'air. Elle polissait l'argenterie qui ne servait que pour des invités qui ne riaient jamais. Elle arrangeait des bouquets de fleurs qui se fanaient sans que personne ne les remarque. Sa vie était un long service, une routine immuable où les jours se ressemblaient, rythmés par les besoins d'une famille qui la voyait à peine. Elle ne se plaignait jamais, trouvant une forme de paix dans l'ordre qu'elle imposait au chaos silencieux de cette maison. Le véritable tournant survint à la mort de Madame Dubois. Alain, l'homme d'acier, s'effondra. Il se mura dans un silence encore plus profond, refusant les visites de sa famille, dont les condoléances sonnaient faux empressées. Un soir, Marie le trouva dans la bibliothèque, un verre de whisky à la main, fixant le vide. Il n'avait pas mangé de la journée. Sans un mot, elle alla à la cuisine et lui prépara une simple omelette, exactement comme sa femme aimait la faire. Elle la posa sur un plateau à côté de lui et se retira. Le lendemain matin, le plateau était vide. Ce fut le premier pont jeté par-dessus l'abîme qui les séparait, un simple acte de soin qui signifiait plus que tous les discours du monde. C'est incroyable comment une vie de dévouement peut être salie en un instant par la cupidité. Si des histoires comme celle de Marie vous touchent et vous révoltent, abonnez-vous pour nous aider à continuer de leur donner une voix et à faire connaître la vérité. Après ce soir-là, quelque chose avait changé. Alain commença à lui parler. D'abord de choses triviales, puis, peu à peu, il se livra. Il lui parla de ses regrets, de son empire bâti au prix de sa vie personnelle, de la solitude qui ronge les hommes puissants. En retour, Marie lui raconta son enfance simple, la douceur de la campagne, les rêves qu'elle avait laissés derrière elle. Leurs conversations, tenues tard le soir dans la cuisine ou la bibliothèque, devinrent son seul réconfort. L'hôtel particulier, autrefois un simple lieu de travail, devint le théâtre d'une amitié improbable, une alliance de deux âmes solitaires. Puis la maladie s'installa, insidieuse et cruelle. La forteresse qu'était le corps d'Alain se fissurait de toutes parts. Les visites de la famille devinrent des inspections, leur regard évaluant sa décrépitude et calculant le temps qui lui restait. Marie, elle, devint son roc. Elle apprit à déchiffrer le jargon médical, à administrer les traitements, à se battre avec les infirmières et les médecins pour qu'ils respectent sa dignité. Elle était son intendante, sa garde-malade, son avocate, la dernière ligne de défense contre un monde qui ne voyait plus en lui qu'un coffre-fort sur le point de s'ouvrir. Elle le protégeait non seulement de la maladie, mais aussi de la voracité des siens. Une nuit, la douleur fut particulièrement insupportable. Agité par la fièvre et les médicaments, Alain devint confus, appelant sa femme décédée, la suppliant de ne pas le laisser seul. Marie s'assit au bord de son lit, prit sa main frêle dans les siennes et lui parla doucement. Elle ne le contredit pas. Elle entra dans son délire, lui assurant que tout allait bien, qu'elle était là et qu'elle ne partirait pas. Elle lui chanta une vieille berceuse de son enfance, une mélodie simple et apaisante. Peu à peu, la tension quitta son visage. Ses doigts se desserrèrent et il s'endormit, apaisé. Dans le silence de la chambre, Marie comprit que leur lien avait transcendé toutes les conventions sociales. Ils n'étaient plus maître et servante,
mais deux êtres humains unis face à la fin. Dans le présent, la bataille juridique faisait rage et débordait dans la sphère publique. Les journaux publiaient des photos volées d'elle, la dépeignant comme une séductrice manipulatrice, une paysanne rusée qui avait ensorcelé un vieil homme affaibli. Des amis de la famille témoignaient anonymement de son emprise sur Alain. Chaque article, chaque insinuation était un coup de poignard. Marie, qui avait toujours fui la lumière, se retrouvait exposée, jugée et condamnée par des milliers d'inconnus. Elle n'osait plus sortir, le regard des autres pesait sur elle comme une accusation. La solitude qu'elle avait connue toute sa vie était maintenant devenue un isolement hostile, une prison de honte. Le doute commença à s'insinuer en elle. Les mensonges, répétés à l'envi, finissaient par acquérir une forme de vérité terrifiante. Avait-elle profité de sa faiblesse? Son affection était-elle vraiment désintéressée? Les mots de Julien et de sa famille résonnaient dans sa tête, la forçant à réexaminer chaque souvenir, chaque geste de bonté, sous un jour nouveau et sordide. Elle se regardait dans le miroir et cherchait les traits de la profiteuse qu'on décrivait. Était son moment le plus sombre, celui où la calomnie menaçait de détruire non seulement son avenir, mais aussi la pureté de son passé. Elle était sur le point de tout abandonner. C'est dans ces moments de doute que la vérité doit trouver la force de se manifester. Votre soutien en vous abonnant est ce qui nous permet de raconter ces combats pour la dignité jusqu'à leur juste conclusion. C'est Maître Bernard qui la tira de son désespoir. L'avocat, qui avait été le confident d'Alain pendant des décennies, vint la voir dans son petit appartement. Il la trouva pâle, défaite, prête à signer n'importe quel papier pour que le cauchemar cesse. Avec une fermeté douce, il lui rappela les dernières conversations qu'il avait eues avec Alain. Il lui parla de la lucidité de son client, de sa détermination à la protéger, de sa colère face à l'indifférence de sa propre famille. Ce testament, Marie, n'est pas un cadeau, c'est un acte de justice, lui dit-il. Alain savait qu'ils essaieraient de vous détruire. Renoncer serait leur donner raison. Ce n'est pas votre honneur que vous défendez, c'est le sien. Les mots de l'avocat agirent comme un électrochoc. Elle se remémora le vieil homme combatif, le négociateur implacable qui ne cédait jamais. Abandonner serait le trahir. Ce serait laisser le mensonge et l'avidité avoir le dernier mot sur une vie entière. Une flamme qu'elle croyait éteinte se ranima en elle. Ce haine était plus de la peur qu'elle ressentait, mais une colère froide et déterminée. Elle se leva, le dos droit, et regarda Maître Bernard dans les yeux. « Nous allons nous battre », dit-elle d'une voix qui ne tremblait plus. Pas pour l'argent, pour la vérité. La décision était prise. Elle ne serait plus une victime. La préparation du procès commença. Guidée par son avocat, Marie dut plonger dans ses souvenirs, exhumer des détails, des conversations, des moments oubliés qui pourraient servir de preuve. Chaque objet de l'hôtel particulier devenait une pièce à conviction de leur histoire commune. Le fauteuil usé où Alain s'asseyait pour lui raconter sa journée, le service à thé qu'elle utilisait pour ses infusions nocturnes, les livres qu'il lui avait demandé de lui lire lorsque ses yeux étaient trop fatigués. Ce processus fut à la fois douloureux et libérateur. Elle ne se voyait plus comme une simple employée, mais comme la dépositaire d'une mémoire. Elle se préparait à monter à la barre, non pour réclamer une fortune, mais pour rendre un dernier hommage à l'homme qui l'avait appelé son seul trésor. Le jour de l'audience finale arriva, lourd d'une tension palpable. La salle d'audience du tribunal de grande instance de Paris était bondée. La presse et les curieux se pressant pour assister au dénouement de cette affaire qui avait fait les choux gras des tabloïds. L'avocat de la famille, Maître Renaud, un homme à la rhétorique agressive et théâtrale, achevait sa plaidoirie. D'une voix forte, il dressa le portrait d'un Alain Dubois affaibli, sénile, prisonnier de l'influence d'une employée calculatrice. Il cita des témoignages de médecins complaisants et des anecdotes sorties de leur contexte, tissant une toile de mensonges si convaincante que le doute s'installa même chez les plus sceptiques. Julien et ses cousins échangeaient des regards suffisants, déjà victorieux. Assise à côté de Maître Bernard,
Marie sentait un froid glacial l'envahir. Sous le poids des regards accusateurs, elle se sentait devenir cette femme avide et manipulatrice qu'il décrivait. La vérité semblait si fragile face à un mensonge si bien orchestré. Alors que Maître Renaud se rasseyait, drapé dans sa propre importance, Maître Bernard se leva. Son calme et sa dignité offraient un contraste saisissant. Il s'adressa à la cour d'une voix posée mais ferme, annonçant qu'il détenait une dernière pièce à verser au dossier, une preuve qui, selon ses mots, ne laisserait plus aucune place à l'interprétation quant à la lucidité et aux volontés de son défunt client. L'avocat de la famille bondit, objectant avec véhémence, criant à la manœuvre de dernière minute. Mais le juge, un homme d'expérience dont le visage était resté impassible jusque-là, manifesta une lueur de curiosité. Il fit taire les protestations d'un geste de la main et autorisa la présentation de cette preuve. Un grand écran fut installé au centre de la salle. Le silence devint presque religieux. Chaque souffle suspendu. Marie sentit son cœur battre à tout rompre. Un mélange d'espoir et de terreur. L'écran s'alluma, révélant le visage d'Alain Dubois. Il était dans son lit, visiblement affaibli par la maladie, mais ses yeux brillaient d'une intensité et d'une clarté indéniables. Il regardait droit dans l'objectif de la tablette, comme s'il s'adressait personnellement à chaque personne présente dans la salle d'audience. Il commença par décliner la date et l'heure de l'enregistrement, affirmant avec une précision chirurgicale être en pleine possession de ses facultés mentales. Puis, méthodiquement, il déconstruisit le récit de sa famille. Il parla de leur visite, qu'il qualifia de passages obligés, chronométrés et vides de toute chaleur. Il décrivit la solitude abyssale des dernières années, un désert affectif, où une seule personne avait été une oasis constante. Cette personne, dit-il, était Marie. Il évoqua des souvenirs précis, des gestes simples que personne d'autre n'aurait pu connaître, prouvant une complicité profonde et une conscience aiguë de son environnement. La voix d'Alain se brisa pour la première fois lorsqu'il commença à parler directement de Marie. Il ne l'appelait pas sa gouvernante, mais sa gardienne, son roc, la fille que le destin avait oublié de me donner. Un sourire triste flotta sur ses lèvres. « Ils osent parler d'abus de faiblesse », dit-il, son regard se durcissant. La seule faiblesse que j'ai eue fut de croire que les liens du sang primaient sur ceux du cœur. Marie n'a jamais rien pris. Elle m'a tout donné, son temps, sa patience et sa dignité quand la mienne m'abandonnait. Sa voix reprit alors toute sa puissance, celle du capitaine d'industrie qu'il avait été. Que les choses soient claires. Ce testament n'est pas un héritage, c'est une restitution. La restitution de 35 années de dévouement absolu. Je lui rends simplement la sécurité qu'elle n'a jamais eue et que ma propre famille n'a jamais méritée. La vidéo prit fin, plongeant la salle d'audience dans un silence assourdissant, plus éloquent que n'importe quel discours. Le visage de Julien était pétrifié, un masque blafard de rage et d'humiliation publique. Les autres membres de la famille fixaient le sol, leur cupidité soudainement mise à nu et rendue obscène. Des larmes coulaient sur les joues de Marie, mais étaient des larmes de libération, lavant des mois de honte et de calomnie. Le juge, visiblement ému, se racla la gorge. Il n'eut pas besoin de suspendre la séance pour délibérer. D'une voix claire, il rejeta l'ensemble des plaintes de la famille, qualifiant leur action de procédure abusive et malveillante. Il valida le testament dans son intégralité. Le coup de marteau qui retentit ne marqua pas seulement la fin du procès. Était l'écho final et triomphant de la vérité d'Alain, une vérité qui rendait enfin à Marie son honneur volé. Marie quitta le palais de justice sans un regard pour la famille Dubois, dont les visages défaits se perdaient dans la cohue des journalistes. Elle ne ressentait ni joie triomphale, ni désir de vengeance, seulement un immense soulagement et le poids d'une responsabilité nouvelle. En rentrant à l'hôtel particulier, elle fut accueillie par un silence qu'elle connaissait par cœur. Mais ce haine était plus le silence oppressant de la solitude ou de la maladie. Était un silence d'attente, un espace vide, prêt à être rempli. Elle déambula dans les vastes pièces.
ses doigts effleurant le bois poli des meubles, le velours des rideaux. Chaque objet lui rappelait Alain, non pas le magnate de l'industrie, mais l'homme seul qui lui avait confié ses peurs. Elle comprit alors que cette maison, ce testament, N, n'était pas une fin en soi. C était un commencement, un outil qu'il lui avait légué pour continuer une œuvre bien plus importante que l'accumulation de richesses. Quelques semaines plus tard, elle convoqua Maître Bernard. L'avocat s'attendait à discuter de placements financiers, de gestion de patrimoine. Il fut surpris de la voir si sereine, si déterminée. Marie lui expliqua son projet, non pas avec les mots d'une femme d'affaires, mais avec la simplicité de son cœur. Elle se souvenait des longues nuits où Alain lui parlait de ses anciens employés, de ses amis, tous disparus ou oubliés dans des maisons de retraite impersonnelles. Il craignait par-dessus tout de finir seul et sans dignité. Elle ne vendrait rien. Elle allait transformer cet écrin de solitude en un refuge. L'hôtel particulier deviendrait la fondation Dubois-Leclerc, une maison d'accueil pour personnes âgées sans ressources, un lieu où la fin de vie serait synonyme de respect, de chaleur et de compagnie. L'argent ne serait pas un trésor à garder, mais un carburant pour la compassion. La transformation fut spectaculaire. Les salons autrefois froids et intimidants, où ne résonnaient que les pas feutrés du personnel, se remplirent de rires, de musique et de conversations animées. Les œuvres d'art N étaient plus des placements financiers, mais des sujets de discussion pour des résidents aux yeux émerveillés. Marie N n'était pas une directrice distante cloîtrée dans un bureau. On la trouvait dans la cuisine, aidant à préparer un gâteau dans le jardin, écoutant les souvenirs d'un ancien marin, ou au chevet d'une dame angoissée, lui tenant la main comme elle l'avait fait pour Alain. Elle avait insufflé son âme dans les murs de la bâtisse, transformant le mausolée d'un homme seul en un foyer vibrant pour des dizaines de personnes. Elle n'avait pas hérité d'une fortune, elle avait hérité d'une mission, et elle l'accomplissait chaque jour avec une grâce silencieuse. 5 ans plus tard, la fondation Dubois-Leclerc était devenue une référence, un modèle de bienveillance. Marie, désormais âgée de 67 ans, avait trouvé sa véritable place. Assise sur un banc dans le jardin ensoleillé, elle servait une tasse de thé à une nouvelle résidente, une femme dont le regard portait encore les stigmates de la solitude. En lui tendant la tasse, un simple geste de chaleur humaine, le cycle continuait. L'héritage d'Alain N n'était pas dans un coffre-fort, mais dans ce moment précis, dans cette transmission de bonté. La véritable richesse, c'est celle qui se partage et se multiplie entre les mains de ceux qui ont le cœur juste. Pour que des histoires inspirantes comme celle de Marie continuent de voir le jour et de redonner foi en l'humanité, votre abonnement est essentiel. Il nous aide à porter leur lumière plus loin.